Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, 2 ou 3 problèmes insolubles. Et d'abord, que faire à Mayotte? Comment éviter, comme le résume la Une du Monde, le risque d'explosion sociale? Comment, ajoute le Parisien, comment sortir de la crise? Beaucoup de questions et peu de réponses ce matin pour l'instant. On constate, on jauge, on mesure l'ampleur de l'urgence. Sur le site du Huffington Post, par exemple, témoignage de Guillaume Boucharla, professeur de lettres au lycée de Cahagny. Il raconte ces jeunes violents parce que désœuvrés et qui vivent un naufrage, arrivant à l'école le ventre vide avec des cahiers détruits les jours de pluie parce qu'à l'arrêt de bus, il n'y a pas d'abri. Des jeunes qui viennent en cours avec des hachoirs dans leur sac, soit pour se protéger du racket, soit pour régler leur compte directement à l'intérieur de l'établissement. On a même trouvé des machettes dans les cartables des CM2, dit-il. Délinquance, violence, insécurité, immigration quotidienne en provenance des Comores. Et puis, ces chiffres que rappelle l'Humanité, 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 60% des habitants ont moins de 25 ans et le taux de chômage avoisine les 40%. Bref, un immense gâchis, écrit Michel Klekovicki dans Le Républicain Lorrain. Au fond, c'est toujours la même histoire, ajoute Denis Domain dans La Nouvelle République. La France redécouvre à intervalles réguliers qu'elle est une puissance ultramarine, mais oublie de se donner les moyens de le rester, comme un air de déjà-vu, de déjà-lu en 2014 par exemple, lorsque François Hollande s'était rendu sur place, ou en 2015 avec la visite de Manuel Valls pour promettre plus de sécurité, plus de gendarmes, plus de contrôle. En vain, puisque 3 ans après, on en est toujours au même point avec les mêmes constats, les mêmes questions, le même problème insoluble. Et puis autre titre qui fait réagir ce matin, c'est François Hollande sorti de son silence pour critiquer l'attitude des Turcs et des Russes en Syrie. Oui, alors ça inspire effectivement nombre d'éditorialistes, pas tant sur ce qu'il faudrait faire en Syrie, mais sur le cas Hollande lui-même, où l'on questionne, comme Hervé Chabot dans l'Union, son envie de retour, où l'on pointe, comme Cécile Cornudet dans Les Échos, l'incapacité des ex-présidents à renoncer à leur passion politique, où l'on s'interroge, comme Maurice Bontinck dans La Charente Libre, un ex-président devrait-il dire ça? Eh bien oui, répond l'Humanité, oui, parce que le silence et l'inertie des pays occidentaux ont assez duré, écrit Jean-Emmanuel Ducoing, le journal qui fait sa une avec ce titre, Sauvons Afrin, expliquant que depuis le 20 février, les Kurdes sont soumis à une terrible offensive de l'armée turque. Des centaines de civils ont été tués, des dizaines de milliers d'autres sont forcés à fuir, écrit l'Humanité. Il y a les Kurdes et puis il y a toujours le quartier de la Routa, près de Damas. Récit de médecins, chirurgiens et casques blancs à lire sur Mediapart. Plus de 1000 morts, 6000 blessés et la détresse des soignants qui n'ont plus ni médicaments ni matériel médical pour les prendre en charge, ce que confirme un autre reportage sur le site slate.fr. Alors je vous passe les détails sur les corps d'enfants agonisants et les crânes fendus. L'article s'appelle L'enfer sur terre et il est signé Philippine de Clermont-Tonnerre. Enfin, pour compléter ce tableau syrien, il faut y ajouter la présence des mercenaires russes sur place, dossier dans Libération ce matin. Témoignage d'un responsable d'une société militaire privée qui envoie ces hommes combattre au sol en liaison avec le Kremlin, nous dit le journal. Le but de notre présence en Syrie, explique ce soldat à Elena Voloshin, c'est une lutte pour le régime d'Assad, mais aussi une lutte pour le pétrole et pour l'argent. Ce qui se passe en Syrie, dit-il, c'est d'un côté un combat contre le terrorisme et de l'autre un engrangement de bénéfices au profit de notre pays pour que la Russie puisse s'emparer de l'énorme marché des ressources pétrolières. J'estime que tout cela est juste. Nous n'avons pas commencé cette guerre, ajoute le mercenaire, mais c'est à nous de finir le travail. Qui les paye? Demande la journaliste. Des compagnies qui exploitent et raffinent le pétrole en Syrie, répond-il sans détour. Les géants russes, Lukoil et Gazprom par exemple. Voilà, c'est encore un autre pan de ce qui se joue en ce moment en Syrie et c'est à lire dans Libération. Libération qui, comme beaucoup de journaux ce matin, rend également hommage à Hubert de Givenchy. Et oui, il avait l'étoffe du gentleman, écrit la journaliste Sabrina Champenois. Hubert de Givenchy, décédé à 91 ans et sacré prince de l'élégance en une du Figaro. Photo en noir et blanc, évidemment, du couturier en compagnie de son amie Audrey Hepburn. Givenchy, dont plusieurs journaux, du coup, ressortent les vieilles interviews. Madame Figaro, par exemple, à qui il confiait en juin 2017 « Regardez la mode avec distance, elle ressemble à notre époque.
époque que je ne trouve guère brillante, disait-il. Il n'y a plus de demandes, plus de grands bals, plus de grandes soirées. On a changé d'époque. Aujourd'hui, la mode fait surtout des coups d'éclat. Même déception émise auprès de Paris Match l'an passé. Il n'y a plus de mode, il y a des modes. Les tissus sont pauvres, plats. Les mannequins marchent en se cognant les genoux avec des chaussures invraisemblables. La mode ne cherche qu'à faire du show-off, disait Givenchy. Et moi, eh bien, je prêche quelque chose qui ne veut plus rien dire. Face à ce problème insoluble, cette déliquescence inévitable de la haute couture, Givenchy avait choisi d'arrêter les défilés dès 95, mais ses préoccupations sont toujours d'actualité. La preuve avec cette question en couverture de Technicart: la mode a-t-elle craqué? Enquête sur le marketing de l'anti-marketing, autrement dit, ces marques qui, pour séduire les jeunes, cassent leur image. Louis Vuitton, par exemple, qui vient de présenter un partenariat avec la Griffe Suprême et vend des sweats à capuche à 8 000 €. Ou encore Gucci, qui s'inspire des contrefaçons et fabrique de faux, autrement dit des pulls siglés Gucci avec un Y à la place du I, mais vendus au prix d'un vrai, évidemment. Bref, on n'est plus là pour habiller, on fait du marketing, des coûts, du luxe jetable. Ça résume bien notre époque et c'est à lire dans Technicart, un monde du luxe qui semble loin, très loin de feu. La haute couture version Givenchy à laquelle toute la presse rend hommage ce matin. Merci à vous. Europe 1.